On se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR. Il y avait 2 matchs de play-off au programme la nuit dernière. 2 équipes sont revenues à un partout dans leurs séries respectives, c'est-à-dire que Détroit a battu New York 100-94 et les Los Angeles Clippers ont battu les Denver Nuggets 105-102. Je te propose qu'on se garde encore une fois le match des Clippers pour la fin et qu'on commence avec les Pistons. Les Pistons qui ont mis fin à une série historique. Ils étaient sur 15 défaites de suite en play-off. C'était du jamais vu. C'est du jamais vu, 15 défaites de suite. C'est-à-dire que les Pistons n'avaient pas gagné un match de play-off depuis 2008 et enfin, ils l'ont emporté contre les Knicks 100-94, comme je le disais, avec 33 points et 12 rebonds de Cade Cunningham. Une pensée pour les fans des Pistons, Wax et les autres qui enfin peuvent célébrer une victoire après moultes années sans bonheur. Il n'y a pas que la victoire, parce que, il y a la victoire, c'est évidemment le plus important, mais il y a la confirmation de ce qu'on avait vu sur le premier match, c'est-à-dire que c'est une équipe, c'était pas un accident le premier match, la manière dont ils ont vraiment mis en difficulté les Knicks avant de craquer sur la fin. Là, cette fois, il y a eu le même bon boulot qui a été fait sur les 3 premiers cartons. Certes, les Knicks sont revenus dans le money time, mais là, Détroit a trouvé les ressources pour finir proprement. Truc improbable quand même de voir Dennis Schroeder être clutch en playoff cette saison après avoir été tradé 19 000 fois. C'est quand même assez incroyable. Je rappelle qu'il avait démarré la saison avec les Nets, tradé aux Warriors, tradé aux Jazz, tradé aux Pistons, sans qu'on sache s'il allait vraiment y avoir un rôle. Et au final, il marque un panier très très important à moins d'une minute de la fin. Et les Pistons ont totalement mérité leur victoire. C'est pas du tout un hold-up fait à l'extérieur comme on en voit parfois en play-off avec une équipe à domicile un peu suffisante. C'est une équipe qui, je trouve, a mérité sa victoire. Tu parlais de Cunningham, il a été rayonnant. Beaucoup de bons choix. Il sait vraiment trouver les positions où il est le plus efficace. En transition, il est excellent. Les autres retours ont été bons aussi. Tobias Harris double-double, Jalen Duren double-double. Et au final, les Knicks en sont à nouveau peut-être encore trop remis à Jalen Brunson, et les Pistons n'ont pas du tout volé leur victoire. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'était assez réjouissant de les voir comme ça. Je sais pas si sur l'ensemble de la série ça tiendra, ça suffira, mais il y a de quoi avoir de l'espoir pour les fans des Pistons qu'on n'a pas eu pendant un paquet d'années. Petite piqûre de rappel pour les Knicks si jamais c'était vraiment nécessaire cette défaite, parce qu'effectivement, beaucoup de ballons sur Brunson. Brunson, il prend 27 tirs, il met 37 points. Tu uses déjà ta superstar qui revient de blessure et qui est un petit peu usée. On a parlé de Kat en bien sur le premier match. Là, sur le deuxième, il a été benché un moment. Tom Thibodeau a justifié le passage de Mitchell Robinson en disant lui, il va au rebond. Enfin, lui, il prend des rebonds. J'ai mis le gars sur le terrain, le mec qui prend des rebonds. Sous-entendu, pas 4. Et Karl Anthony Towns, son dernier tir de la partie, je pense qu'il le prend à 5 minutes de la fin du troisième quart-temps. Il a joué tout le quatrième quart-temps, pas une tentative. Alors aussi, il faut voir ce que disait Théo, notamment à juste titre à l'issue du premier match, c'est qu'il n'y avait peut-être pas assez de volonté de servir 4. Il finit avec 10 points, 6 rebonds. Lui va devoir réagir vite. C'est quand même peut-être pas un grand joueur, mais c'est un très bon joueur. On peut s'attendre à une réaction de 4. Moi, je serais vraiment pas surpris qu'il y ait une grosse réaction de 4. Mais voilà, c'est des petites piqûres de rappel pour les Knicks. Mode, il faut peut-être pas se reposer que sur Brunson. Ça va pas toujours bien se passer. Il y a une vraie série à jouer dès le premier tour. Ouais, non, mais les Pistons ne leur laisseront rien. Ils sont pas juste contents d'être là. Ils ont, je pense, derrière la tête l'idée de faire quelque chose. La série part à Détroit, là, donc ça va être intéressant de voir avec toute l'émulation qu'il y a autour de l'équipe, un match à domicile de play-off après la première victoire depuis 17 ans, du coup, c'est ça, 17 ans sans victoire. Les Knicks, c'est comme ça qu'on l'avait envisagé aussi. Attention, on savait qu'il n'y aurait pas 4-0 avec 4 victoires ultra larges. Ça se confirme, mais c'est très bon augure pour les Pistons. Un peu moins pour les Knicks, certes, mais pour les Pistons, c'est assez réjouissant. On peut passer au deuxième match de la nuit, celui entre les Clippers et les Nuggets. Encore une fois, un banger entre ces deux équipes. Un match super serré tout du long. Le plus gros écart, si je dis pas de bêtises, c'était +8. +8 pour Denver. Il me semble que ça a été le plus gros écart de la partie. La deuxième mi-temps a été complètement serrée avec plein de retournements de situation. Changement de leader. Changement de leader, parce que les situations, on va pas abuser, il n'y a pas eu des runs de 10-0 puis 12-0, etc. Non, on a eu plein de changements de leader au tableau d'affichage. Les Clippers ont fini par l'emporter avec un Kawhi Leonard, je sais pas, déguisé en Michael Jordan, en Kobe Bryant, appelez ça comme vous voulez. C'était du très très grand Kawhi Leonard. Bien sûr, je vais pas utiliser c'est l'une des plus grandes performances des playoffs. Bien sûr que non, il a mis 39 points. C'est pas non plus. On a déjà vu
des performances plus folles, mais le degré de difficulté des tentatives et du coup des paniers, parce qu'il tire à 15 sur 19, il a quasiment rien raté, Kawhi Leonard, malgré des prises à deux, c'était vraiment absolument exceptionnel de la part de Kawhi. Mais tu dis qu'il était déguisé en Michael Jordan, moi je dirais qu'il était déguisé en Kawhi Leonard, époque 2019, c'est son meilleur niveau, il était incroyable. Les tirs qu'il met, certes, il y a un degré de difficulté très élevé, mais c'est des positions et des tirs qui pour la plupart, je parle pas de tous, il met un buzzer avant la mi-temps. Bon, là, c'est quand même beaucoup de réussite. Là, c'est degré de difficulté maximale. Mais la plupart, c'est des tirs qu'on l'a déjà vu mettre lors de ses meilleures saisons, quand on le considérait quasiment comme le meilleur joueur du monde à un moment. Et là, il était époustouflant. Je ne sais pas s'il pourra reproduire ça dans la série, mais là, c'était totalement injouable. Et malgré ça, les Nuggets ont quand même eu les cartes en main, j'ai l'impression, et ont un peu, ils n'ont pas laissé filer le match, mais il y a eu des erreurs en fin de partie qui ont été un peu fâcheuses, je trouve. À nouveau, et on en parlait avec Théo juste avant de commencer là, il y a de la fatigue, de la charge mentale chez Jokic qui fait que il a perdu des ballons, enfin il a raté des passes, il était un peu plus en difficulté qu'on a l'habitude de le voir. Et les Nuggets avaient, je pense, moyen de prendre ce match, mais quelle bataille encore. C'est totalement ce qu'on avait envisagé, c'est-à-dire une série qui ressemble à quelque chose qui va se jouer en 7, ça on verra, mais deux équipes très 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 proches en termes de niveau. Et là, bon, là, c'est les Clippers qui égalisent un partout. Mais au-delà de Kawhi, qui fait donc un match assez surnaturel, tu l'as dit, c'était magnifique. Les autres, même sans avoir des stats démentes, je trouve qu'au moment où il a fallu se montrer, Harden, il a mis des tirs importants. Norman Powell, il met un tir important aussi à la fin à 3 points. Zubac aussi met ses paniers. Chris Dunn fait de la grosse défense comme d'habitude et une interception importante à la fin également. À nouveau, belle prestation des Clippers. Je me rappelle, tu avais posé la question, est-ce que mentalement, ils auront les ressources pour rebondir tout de suite après une défaite qui n'aurait pas dû arriver? Ils avaient là aussi le match en main dans le Game 1 qui s'est joué en prolongation. On a eu la réponse. Kawhi a les ressources mentales, les Clippers ont les ressources mentales et ils sont prêts à ce que la baston dure longtemps. Je vais être un peu taquin sur Harden. Harden, il s'en sort bien sur ce match, Ouais. parce qu'on ne l'a pas vu du tout à la fin quand même. Tout le quatrième quart-temps, je ne pense même pas qu'il marque dans le quatrième quart-temps, Harden. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des prises à deux à répétition sur Kawhi. Et tu sais, l'instinct naturel, quand tu regardes ça, c'est de te dire, mais attends, ils ont une deuxième star, là. Il n'y a pas un mec qui peut aider Kawhi, parce que Kawhi, il se retrouvait des fois à vraiment devoir essayer de battre ces deux gars. Il devenait de facto le seul créateur. Et Norman Powell a été ultra clutch dans le sens où Powell a mis des petits tirs à 4-5 mètres. Il a mis un 3 points aussi. Tu as tout à fait raison de le souligner. Il met le 3 points qui fait passer à 100-300. C'est le dernier avantage d'ailleurs du match pour les Clippers. Donc c'est lui qui met le tiebreaker, Norman Powell. Mais il a mis aussi 2-3 flotteurs pas si facile à mettre, où tu es à la fois prêt, à la fois il y a un peu de pression quand tu les prends, tu es à la fois un peu tout seul. Et surtout, il les a mis alors que lui avait été cata en fait en termes d'adresse en début de match. Et là, il met ces paniers-là qui donnent un peu d'air à Kawhi sur des passes de Kawhi du coup. Et ouais, dans ces moments-là, je me suis dit, bah tiens, James Harden, c'est peut-être le moment, mon petit gars, de prendre la balle et je sais pas, d'aller jouer un contre un, tu vois. Et non, Harden, pour le coup, voilà, bon, j'imagine que après ça arrive, tu vois, tu as des matchs sans, mais il s'est même pas montré en fait. Tu vois, il aurait essayé et raté des tirs. Bon, bah ouais, Harden, c'est vrai qu'il c'est le bouc émissaire facile. On lui serait peut-être aussi quand même tombé dessus en mode un match qu'il fallait absolument pas perdre. Et James Harden, il a shooté à temps sur temps. Mais là, ce truc, c'est qu'en fait, il s'est même pas montré. Il est resté dans le corner. C'est quand même complètement dingue ça. Tu vois, ça m'a un peu, un peu chauffé. Je suis le premier historiquement à dire qu'il disparaît un peu en playoff. Là, quand je disais qu'il avait mis des tirs importants, c'est dans le flow du match où c'était vraiment chaque équipe qui passe devant l'autre à un moment. Il a mis des paniers pour éviter à Denver aussi de prendre trop d'avance, des paniers à 3 points, même des trucs un peu compliqués. Son flotteur, il a mis 77 fois dans le game 1, pareil. Mais oui, c'est vrai, factuellement, on l'a pas beaucoup vu à la fin, mais les Clippers sont quand même sortis et c'était pas gagné parce que les Nuggets finalement ont quand même fait un bon match. Il y a des joueurs qui avaient disparu dans le match 1. On avait beaucoup parlé de Michael Porter Jr. Finalement, il a fait un bon match, 15 points, 15 rebonds. Il est allé au rebond, on lui avait demandé d'aller au rebond. Il a un peu plus touché la balle et il en a fait des choses pas trop mauvaises. Il y a juste la fin, il perd un ballon fâcheux qui est malheureusement, je pense, décisif quand même. Si on regarde, ça se joue sur des détails et sa perte de balle, elle est importante. Et il n'y a que Jokic qui me laisse un sentiment un peu particulier parce que à niveau, tu regardes que la ligne de stats, il fait encore un triple-double, 26 points, 12 rebonds, 10 passes, 3 interceptions, quand même 7 pertes de balles. Et ouais, ce sentiment qu'il est un peu
surmené. Alors, s'il y a bien un joueur qui est capable d'être surmené, qui a un cerveau d'ordinateur pour gérer 18 000 trucs, ça semble être lui. Mais là, c'est que le deuxième match de la série. Il a encore joué 43 minutes. C'est un petit point d'inquiétude pour ma part pour les Nuggets. Mais ça changera peut-être au prochain match. Hein. Peut-être qu'on le retrouvera peut-être plus prépondérant, plus proactif dans les dernières minutes de manière efficace, quoi. Non, c'est clair. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas le meilleur match de Nikola Jokic. Même d'ailleurs, je vais même faire un point plus global sur les 2 matchs qu'on a vu cette série. Donc là, Jokic, il fait 26 points, 12 rebonds, 10 passes, 3 interceptions aussi. Donc tu vois, c'est un triple-double. Sur le premier match, il passe à 1 rebond du triple-double. Donc ses stats, tu regardes juste ses stats sur la série, c'est incroyable. Mais je sens quand même que les Clippers le mettent en difficulté. Et là, sur ce match-là, il est quand même il n'est pas sauvé par son adresse à 3 points, tu vois, j'exagère. Puis en plus, cette saison, il a mis plein de 3 points, Jokic, tu vois, donc c'est pas surprenant de le voir à 4/8. Mais c'est pas non plus son premier point fort. Et il met 2 paniers de 3 points à 3 points de moins sur ce match. L'impression même statistique est différente. Il a été mis en difficulté par Théo le soulignait juste avant qu'on commence ce QFR. C'est un point tactique intéressant que je vous relaye, qui nous est apporté par Théo. C'est le fait que les Clippers, la manière dont les Clippers sont fait prise à 2, quand Jokic se retrouve à poster et que les Clippers viennent du côté de lequel il ne peut pas voir arriver la prise à 2, il a perdu des ballons comme ça. Moi aussi, j'ai trouvé sur les pertes de balles en fin de match, il y en a vraiment c'est des pertes de balles clairement évitables. 20 ballons perdus pour les Nuggets, c'est une stat qui fait une grosse différence. Ça a été à leur avantage sur le premier match, c'était les Clippers qui avaient perdu beaucoup de ballons. D'ailleurs, Kawhi en avait perdu 7. On parle de joueurs qui se relèvent, de grands joueurs qui réagissent. Tu vois, pareil, tu as parlé de Michael Porter Jr. Alors, on peut évidemment pas le mettre dans la même catégorie que Kawhi, mais tu as tout à fait raison. Tu vois, c'est un mec qui a été piqué dans son orgueil, il réagit. Même Jamal Murray, d'une certaine manière, a eu des bons passages, un peu moins à la fin, mais et encore, il met un 3 points important pour revenir à 100. Il a eu aussi des bons passages. Tu vois, c'est des mecs qui ont voulu, leur ego est touché. Kawhi, son ego était touché. Et là, il faudra voir la réaction de Jokic, parce que cette perte de ballon, des trucs évitables, tu sens qu'il y a effectivement la fatigue mentale qui pèse. Et il y a aussi, je trouve, une vraie belle défense des Clippers, quoi. Ouais, ils ont vraiment bien défendu encore. De toute façon, on sait que là aussi, ils ont le personnel pour le faire. Ils ont, tout au long de la saison, montré aussi des bonnes périodes où ils étaient capables de le faire. Mais petit point sur Russell Westbrook, qui fait encore un bon match, je trouve. Très bon passage. Toujours dans cette énergie, dans l'adresse aussi, c'était moins attendu. L'adresse extérieure, quand il est ouvert maintenant, ça rentre, pas quasiment, au moins une fois sur 2, ce qui est déjà pas mal. Et c'est pas lui qui fait perdre le match. Hein. On dit un peu que c'est le facteur vivez avec Westbrook, mourrez avec Westbrook. Là, ça fait 2 matchs qu'il est un facteur positif de l'équipe. Et c'était pas forcément le plus attendu, tu vois. Je me suis demandé même comment Adelman allait gérer le 4e quart-temps, parce que Porter faisait un bon match au rebond offensif, tu vois, tu as souligné, donc 15 points, 15 rebonds. Christian Brown est essentiel. Alors, c'était pas son meilleur match statistique, mais il est essentiel, absolument essentiel à cette équipe. Et Russell Westbrook était bon. Il a eu un très bon passage. Je sais plus si c'est début de 4e quart-temps, fin de 3e. Je m'y perds un petit peu. Je pense que c'est dans le 4e quand il met 2 paniers à 3 points quasiment consécutivement, peut-être même consécutivement. Et Westbrook, et même dans l'énergie, tu vois, il y a des rebonds défensifs, etc. Il y a une vraie présence de Westbrook. Du coup, à un moment, il met Westbrook, Porter Jr. Je me suis demandé comment ça allait se passer. Est-ce que Porter Jr. d'abord, c'est Westbrook Brown. Je me suis demandé, est-ce que Porter Jr. va revenir? Il a été bon. Porter Jr. revient effectivement à la place de Brown. Porter Jr. met un 3 points, prend des rebonds offensifs. Je me suis dit, est-ce qu'il va laisser Westbrook, Porter Jr.? Au final, il a fini par sortir Westbrook et finir avec le 5 majeur. Il y a une perte de balle de Porter Jr. Mais c'est vrai que c'était pas simple de voir quel choix allait être fait. Brown a un dernier tir. Brown a un dernier tir pour la prolongation. Alors, c'est pas un tir tout cuit du tout, hein, mais il a quand même la balle pour. Il y a 2 briques de suite terribles de Brown et Jokic sur des 3 points pour égaliser chacun exactement au même endroit, d'ailleurs. Vraiment que la planche sur le côté. Mais c'est une superbe série. Et je parle de réveil. Bogdanovic va peut-être falloir un moment. Ça fait 2 matchs de suite. C'est compliqué, il est un peu ciblé quand il est sur le terrain, il est ciblé. En attaque, c'est quand même censé être un super attaquant, il fait pas les bons choix, quoi. Alors que Batum est excellent dans cette série, et direct, Batum, tu vois, qui était pas là sur les derniers matchs. Alors je crois que c'était juste, je sais pas, il était peut-être blessé, je me souviens pas. Mais là, voilà, tu sens que c'est leur remplaçant le plus important, avec des, même au-dessus c'est leur remplaçant le plus important, Batum, et il vient. Et tu sens pas un mec qui est au bord de la retraite, hein. Il est dedans, il
il est engagé. Sur le premier match, il avait défendu sur Jokic par moment. Il dicte des trucs, il défend bien, il met des shoots. Franchement, dans Batum, Ouais. très très bon. On en parlera. C'est vrai, quand on parle beaucoup des Français, on a très peu parlé de Batum cette saison. Bah, Et là, il est excellent. Oui, mais parce qu'on le tient un peu pour acquis. On connaît son rôle. C'est pas un rôle qui est à mettre en avant statistiquement en général. On ne dit pas il a mis 14 points parce que son rôle, il va au-delà de ça. Et là, en playoff, avec son expérience, le fait qu'il a encore la capacité de. Enfin, il shoot tellement vite quand il reçoit le ballon, ça part. Et c'est ultra précieux, ça. Et tous les bons choix dans le jeu aussi, ça n'a pas de prix, ça. Donc forcément, il est plus important encore en playoff. Mais tu as raison, il faut le souligner. On n'a pas l'impression de voir un joueur au bord de la retraite. D'ailleurs, je crois pas qu'il ait dit qu'il arrêtait quoi qu'il arrive à la fin de cette saison. Hein. Non, c'est Voilà. juste. Il y a eu cette espèce de truc qui avait flotté. On sait que ça approche, mais je Voilà. sais pas. Non, on sait pas si c'est à la fin de cette saison. Je pense que les Clippers le garderaient bien encore un peu. Je veux dire, s'il joue comme ça, s'il a un quart d'heure comme ça à chaque match de playoff, c'est-à-dire ça n'a pas de prix, ça. C'est clair. On va terminer par les Mavericks, parce que les Mavs ont encore réussi à se mettre au centre de l'actualité. Alors, c'est parti. J'imagine que la conférence de presse de Nico Harrison était prévue quoi qu'il arrive, vu que c'était les fins de saison des Mavs. On n'est pas revenu dessus lundi dans notre grand CQFR. On n'est pas revenu sur les matchs de play-in. Mais c'est vrai que la saison des Dallas Mavericks s'est terminée avec une défaite contre Memphis. Alors, depuis, Tim McMahon, Insider, on en avait déjà parlé dans un CQFR, avait promis de sortir un papier sur l'état des Mavericks en tant que franchise dès le moment où Dallas serait éliminé. Il l'a fait, long papier. On apprend beaucoup sur les méthodes on en apprend sur les méthodes de Nico Harrison, on en apprend sur les embrouilles internes qui ont aussi pu mener au départ de Doncic, la manière dont Harrison a écarté plusieurs dirigeants qui étaient proches de Doncic et des dirigeants respectés, proches de Nowitzki aussi, la manière dont il a ramené ces gars, dont un athletic trainer qui n'a pas le diplôme requis pour être athletic trainer en NBA, les embrouilles entre cet athletic trainer et le patron du programme de performance, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié les postes exacts, mais c'est quelque chose comme ça. Il y a des trucs chauds, hein. Le truc avec Casey Smith, qui était directeur de la performance et de la santé, si on fait une traduction un peu littérale, depuis 20 ans, proche de Nowitzki aussi. Harrison le vire via Zoom alors qu'il est parti au chevet de sa mère mourante. Enfin, c'est un peu des trucs comme ça. Et il faisait partie des mecs les gars qui disent oui à tout. Et du coup, la théorie de Harrison qui supporte pas la contradiction, elle prend de l'ampleur avec tout ce qu'on lit dans tout ce qu'on a lu dans cet article-là. Il a écarté des gens qui n'allaient pas dans son sens et ça faisait notamment ceux Casey Smith, tous ceux qui étaient proches de Nowitzki, ceux qui étaient proches de Doncic. Et ça, c'est que le papier. Après, il y a eu la conférence de presse qui est assez lunaire aussi. Ouais, parce que du coup, conférence de presse effectivement de Nico Harrison, les journalistes se lâchent de plus en plus avec lui d'ailleurs. Bon, après, ils font leur boulot, mais c'est ça qu'ils n'hésitent pas à lui demander. Il y en a quand même un qui lui a demandé qu'est-ce qui fait que comment on pourrait traduire ça en français, tu arriveras plus vite que moi. Pourquoi tu penses que tu dois pas être viré, ouais, tu vois, c'est quand même les gars osent lui poser ça. Bon, il répond, hein. En tout cas, ce qui ressort, attends, juste sur le papier, parce que tu sais, des fois on voit souvent, non, mais ça vient d'en haut, lui, il est qu'un exécutant, etc. Mais non, pas du tout. Non, franchement, je pense que je sais pas, c'est vraiment pas l'impression. C'est plutôt lui qui a profité, qui a vite compris, je pense que les Dumont, il connaissait, il pige rien. En fait, de toute façon, ce qui se passe, il pige rien. Il est là, c'est un plot. Ils ont racheté un truc pour faire de l'argent, pour avoir une franchise. Parce que voilà, c'est des milliardaires, c'est cool d'avoir une franchise. Mais il pige rien. Et lui, il a écarté pour le plus de pouvoir possible, parce qu'il a vite capté que ce serait lui qui derrière, enfin en tout cas celui qui a le plus de pouvoir au niveau du sportif va pouvoir imposer tout ce qu'il veut, parce que le Dumont, il pige rien. Et c'est lui qui est venu voir Dumont. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il va se faire virer. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'il va finir par se faire virer beaucoup plus vite qu'on ne le pense. C'est que derrière, il est allé voir Dumont et c'est lui qui lui a vendu le move en mode, mais ça c'est le move qu'il faut faire. Et Dumont, il est tombé dedans. D'ailleurs, Dumont ça amène à une des questions qui lui a été posée à Harrison en conférence de presse, mais Dumont serait visiblement quand même très agacé du fait que Harrison, attention, hein, c'est fou ce que je vais dire, ne l'aurait pas prévenu les fans allaient que les fans allaient être mécontents à ce point. Alors je vais te laisser après parler de la quote d'Harrison sur le sujet, mais déjà, Dumont, mec, attends, t'es quand même à la tête de la franchise, t'es quand même censé le savoir, ça. Ça, pour le coup, t'es censé le savoir. Mais alors, bon, Harrison aussi, pareil. Je te laisse sur la quote du coup de Harrison. Non, parce qu'il faut dire le Dumont et le reste des proprios, la famille Adelson, je crois, ouais.
Ils étaient là les dernières années. S'ils sont allés au match, ils ont suivi un peu, ils devraient savoir. Mais admettons qu'ils soient totalement déconnectés et qu'ils aient fait confiance à Nico Harrison. Jusque-là, ils avaient plutôt raison. Hein, ça se passait relativement bien avec lui. Mais c'est surtout que Harrison lui-même, visiblement, il ne pouvait pas prévenir de ça, vu que lui-même avait l'air de considérer que... Alors je vais dire, la citation est assez folle, mais je savais que Luka Doncic était important aux yeux de la fanbase, mais je ne savais pas que c'était à ce niveau. Et le gars était GM de l'équipe, hein, c'était pas juste un... C'est fou. Donc un gars, on n'en revient pas... Le profil de Doncic, on l'a dit 1 milliard de fois, mais c'est un talent incroyable, encore assez jeune. Il guide la franchise jusqu'en finale. Ils ont des reproches à lui faire, certainement, peu importe. Ça se passait peut-être pas toujours bien entre eux, mais enfin, comme tu vois bien la franchise, ils vont en finale, le public est fou, ils achètent des maillots, ils ont bien les chiffres des ventes de maillots à travers le pays, même pas qu'au Texas. Donc c'est un niveau de déconnexion qui est encore supérieur à ce à quoi on s'attendait, je pense. Et j'ai encore du mal à le croire, honnêtement, l'excuse avancée, le fait, j'ai pas mesuré le truc, c'est soit c'est une diversion pour, il veut pas dire les vraies raisons, peu importe, soit il est à un niveau de... Alors c'est pas de la déconnexion, mais il se pense vraiment être Oui, mais c'est ça, c'est de l'ego. Mais c'est de l'ego. Ouais. En fait, il pense être le plus important et que c'est grâce à lui que Luka a été activé de cette manière-là. Pour lui, il est le personnage principal du film. Et d'ailleurs, tu le vois à travers sa réponse même sur quand on lui demande pourquoi il ne devrait pas être viré. Bon, qui est une question quand même très particulière. Ouais, mais tu vois, il t'explique qu'il a fait du très bon job. Lui, il remet tout sur le dos des blessures. Ce qui, moi, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ça. Les blessures, il y a une part de malchance. Et encore, il y a plein d'athlètes qui te diront que ce n'est pas du hasard. Mais ça, c'est des croyances d'athlètes, c'est encore différent. Mais imaginons même qu'il y ait une part de malchance, c'est prévisible que Anthony Davis et que Kyrie Irving se blessent. C'est des choses prévisibles. On a 10 ans de samples, d'échantillons derrière pour voir que c'est des choses qui arrivent. Et ça va, attention, spoiler, vu leur âge, ça va encore arriver. Donc il ne va pas pouvoir, parce que lui, il n'arrête pas de se cacher, il a commencé la conférence de presse minute 1, la défense gagne des titres. Il nous ressort son truc. C'est maintenant, je pense qu'il se sent pas bien aujourd'hui. C'est sûr, la situation, elle est. Et j'ai presque de la peine pour lui des fois. Et du coup, il met sa carapace, il a ses messages automatiques, et c'est la défense gagne des titres. Il y a même des gens, après, un journaliste qui, pour le piquer un peu, lui a dit, mais tu sais que les Nuggets, ils ont gagné en ayant la 15e défense de la NBA. Après, il a répondu très justement. Il a dit, non, mais je me concentre pas sur Denver. Moi, par contre, et là, c'est sur ça que je vais réagir, il a dit, nous, notre effectif, on est persuadé d'avoir un effectif qui peut gagner le titre. Alors déjà, je suis pas d'accord, sur le talent des gars, je suis déjà pas d'accord, mais cet effectif, on va pas le voir au complet, Nico Harrison. On va pas le voir au complet. Il y a des moments, encore une fois, l'an prochain, déjà, les Mavs, si vraiment ils s'attendent à ce que Kyrie revienne en janvier, oui, il a l'air de penser ça. Il a l'air de penser ça. Il a l'air de dire qu'il va jouer. Et sans dommage, à 100%, en étant tout de suite prêt. Jamal Murray, qui a 6 ans ou 7 ans de moins, quand il s'est fait le ACL, il lui a fallu une saison complète avant de retrouver un certain niveau. Tu crois que Kyrie, alors les corps sont différents, les hommes sont différents, etc. Mais à 34 ans, même s'il peut être fort à son retour, c'est une possibilité. Bien sûr qu'il peut être fort, Kyrie, à son retour. Mais il ne sera pas au niveau nécessaire pour que les Mavs soient en mesure de ne serait-ce que aller au second tour des playoffs, en fait. On voit cette conférence Ouest. Je suis désolé, je vois le Clippers Nuggets là d'hier. Les Mavs, même au complet, Kyrie, alors je sais, on les a vus que 3/4 temps, donc j'extrapole, j'imagine, mais jamais ça tient cette intensité. Enfin, ça tient peut-être l'intensité, mais pas le niveau de jeu, pas sur une série, tu vois. Il y a encore un gap, il y a un vrai gap, et c'est pas juste le retour de Kyrie à 34 ans après s'être fait le genou qui va sauver ça. Anthony Davis, il va encore se blesser. Alors, voilà, lui, en plus, il est vraiment en mode, on va avoir un choix bien placé, a priori autour du 11e, tu vois, en fin de top 10, au fin de top 10 au début, donc juste après dans la loterie. On peut faire des changements à la free agency. Il est persuadé, il est déconnecté. Il se dit, de toute façon, ce run, c'est moi qui ai créé cette équipe, en fait. Rien ne part, il n'y a rien qui est possible sans Luka. Et il dit, oui, toutes nos décisions sportives sont prises sans émotion, et qu'avec la réflexion, je pense que les fans des Mavs et tout le monde a compris qu'il agissait sans émotion. Mais il y a encore plein de contradictions, à chaque conférence de presse, à chaque déclaration qui est relayée, parce que là, il a été un peu contraint de le faire, le passage devant la presse. Il n'a pas pu contrôler les journalistes présents et tout, comme la dernière fois. À chaque fois, je ressors plus, comment dire, plus déboussolé que la fois précédente sur
sur les justifications de la politique sportive et tout ça. Et ça n'empêche pas d'avoir... dire que on voit dans les commentaires, parfois vous dites, ouais, mais vous avez de la peine pour lui, mais vous continuez d'en parler, de l'accabler, mais on parle du trade le plus fou de l'histoire du sport américain, quasiment. Enfin, je vais un peu fort parce que... de ces 40 ou 50 dernières années, même 50 maintenant, genre, enfin 40, avec 40 dernières années, c'est sûr. Et sur le secteur dont on parle, c'est forcément un truc important qui impacte tout le monde. En plus, ça n'impacte pas que les Mavs. Si ça n'impactait que les Mavs, mais ça impacte tout le monde parce que c'est un joueur majeur. Donc oui, là, ça l'a pas aidé à redorer son blason. Et moi, je suis pas sûr qu'il perde son job. Mais quand j'ai vu le passage de Nico Harrison devant la presse, je me suis presque demandé s'il allait pas annoncer sa démission. Mais en fait, c'était juste une conf de presse de fin de saison. Et je suis pas sûr qu'il parte rapidement, moi. Hein. Alors, t'as raison, le son de cloche, c'est un peu que Dumont... Ils perdent de la thune. Ouais, le son de cloche, c'est un peu que Dumont commence à être agacé, mais c'est un peu tard pour s'agacer. C'est un peu tard pour avoir une réflexion sur ce que tu as laissé faire au mec auquel tu as donné les rênes. C'est beaucoup trop tard. Oui, bien sûr que Dumont et compagnie vont passer pour des cons, ça c'est sûr. Le jour où ils vont le virer, ils vont passer pour des cons en mode pourquoi vous n'avez pas senti le truc, tu vois, ça veut dire vous avez fait confiance aveuglement à un gars qui a fait n'importe quoi, mais je pense sincèrement qu'il va. Tant qu'il est là, le truc c'est que tant qu'il est là, il peut servir de bouc émissaire un peu. Ouais, bien sûr. De prendre quelqu'un d'autre, là ça va être leur décision, ça va être un choix qu'ils sont obligés de faire alors qu'ils ont a priori aucune compétence sportive et même lui, il a pas, même dans le business, avant qu'il arrive, il s'est marié avec quelqu'un qui avait un business important, en fait. C'est juste ça. C'est comme ça qu'il est arrivé dans le truc. Donc, je suis pas sûr qu'il ait des compétences sportives au-delà d'un simple fan. Et encore même en tant que fan, les déclarations qu'il avait faites, Dumont, elles n'étaient pas très rassurantes quant à sa connaissance du sport, en fait. Donc, mais je pense que Harrison sert de paratonnerre. Harrison sert de paratonnerre pour moi. Donc, il va pas partir. Peut-être pas. Ouais, effectivement, c'est très juste ce que tu dis. C'est sûr que c'est le paratonnerre parfait même. Mais allez, moi je vous le dis, plus tard, 1er juillet 2026, il n'y a plus de Nico Harrison. Ouais, ça c'est possible. Dans un an, c'est possible. On va voir ce qui va se passer entre temps. Mais oui, ça va dépendre de plein de choses quand même. Mais je serais pas surpris en tout cas. Genre, c'est peut-être pas la plus haute probabilité, mais je serais pas surpris si le 8 août, une date aléatoire au possible, quand il n'y a plus d'infos, plus rien, après une free agency où il va savoir ce qui s'est passé pour Dallas, s'il n'y a pas un truc un peu excitant, enthousiasmant à la free agency, si la fanbase est toujours mécontente et qu'il n'y a aucun optimisme sur la saison à venir, que dans un espèce que dans le plat et le silence total, d'un coup, on est un Nico Harrison has been fired. Je serais pas si surpris. Ou que lui a donné sa démission, mais c'est un renvoi déguisé. Je pense qu'il l'aurait, avec tout ce qu'il a pris, je pense qu'il l'aurait déjà donné là. Il a son petit stylo, il est concentré. Je pense qu'il est dans son rôle, dans sa croyance, et je pense je le vois pas démissionner. Sinon, il l'aurait déjà fait à mon avis. C'est possible. En parlant de GM qui se fait virer, celui des Hawks, Landry Fields, s'est fait virer 1 an après avoir drafté Zachary Rizaché. Alors, c'est pas lié à la draft de Zachary Rizaché, je pense. C'est plus lié. L'impression que les Hawks sont quand même assez satisfaits de Zachary Rizaché. C'est plus lié la fin de parcours pour Atlanta qui est sorti au play-in. Pas de c'est tendu depuis plusieurs mois, même depuis l'année dernière. Il y avait différents clans, les proches du proprio, les proches de Landry Fields. De l'assistant GM, il y avait Kyle Korver dans l'équation aussi. Il y a plein de camps. C'est un peu la guerre des tranchées à Atlanta en coulisses, donc on n'en entend jamais parler, évidemment. Mais je pense pas que ça ait d'influence. Tant que déjà Quinn Snyder reste et il a l'air d'apprécier Zachary Rizaché, ça devrait pas avoir d'influence sur lui. Après, il faut juste espérer qu'il n'y ait pas un GM qui arrive et qui dise moi je l'aurais jamais pris. C'est pas du tout le joueur dans lequel je crois. Donc si je peux le trader, je le trade. Mais je pense pas. Tout le monde a vu. Il est sur le podium pour les rookies de l'année. Il n'y a pas de raison pour l'instant d'imaginer qu'ils vont passer à autre chose tout de suite. Après, on va voir le profil du GM qui va arriver. Si le coach est maintenu, ça, c'est d'autres questions qui vont arriver dans les prochaines semaines. Yes. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Je vous rappelle, si vous voulez un récap quand même de tous les premiers matchs de toutes les séries de playoffs. Hier, on a fait un très long CQFR de plus d'1 heure à 3 avec Théo. On est revenu sur tous les premiers matchs. On fera un podcast à thème dans la semaine, donc restez branchés sur la chaîne Basket Session. Et ce soir, il y aura une net session. Yes. Vers 23h et quelques sur Twitch, on sera là au rendez-vous. Tout à fait. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.